L'ancien président de la République, le professeur Zafi Albert, s'en est allé pour rejoindre un monde meilleur. Il lègue toutefois un héritage au pays. Les détails dans l'éditorial de Boaz Arazanatsu. Le diocèse d'Antananarive commence à perdre patience face au report incessant de la date de la reprise des cours. Il ne compte plus attendre jusqu'au 6 novembre, comme l'a annoncé le ministère de la Santé. À cet effet, pour les écoles catholiques, les portes pourraient rouvrir dès mercredi. Une journée d'horreur, une de plus en Afghanistan. Deux mosquées, l'une sunnite et l'autre chiite, ont été frappées par des attentats ce vendredi. Le bilan très provisoire continue d'évoluer, plus de 70 morts. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, l'ancien président de la République, le professeur Zafi Albert, s'en est allé pour rejoindre un monde meilleur. Il lègue toutefois un héritage au pays. Les détails dans l'éditorial de Boaz Arazanatsu. L'inhumation de Zafi Albert, ancien chef d'État malgache, s'est déroulée ce samedi 21 octobre. En hommage à sa mémoire, un deuil national a été observé. Malgré son passage controversé à l'époque à la tête du pays, Madagascar ressent aujourd'hui la perte d'un homme d'État, soucieux du respect de la loi et de la démocratie. L'ancien président Albert Zaf s'est distingué par ses actions. Les Madared, tant décriés qu'il avait effectués, traduisaient sa volonté d'être toujours au plus près des réalités du pays et des problèmes du peuple. Mais le point le plus marquant qui l'a caractérisé a été son respect manifeste pour la Constitution. Respectueux de l'état de droit, il ne s'est pas opposé à l'empêchement dont il a fait l'objet, montrant ainsi à la face du monde qu'il n'était pas un homme aveuglé par le seul pouvoir et prêt à défendre ses propres intérêts. La réconciliation nationale est un des sujets qui lui tenait le plus à cœur. Selon lui, cette réconciliation est la base même du développement d'une nation. Car avec une société pacifique, des habitants qui ne se respectent pas entre eux, une nation prospère peut être bâtie. Il est donc du devoir des dirigeants et des générations actuelles et futures de suivre ses pas et d'achever ce que le président Zafi Albert a commencé à construire. Aujourd'hui, si nous évoquons le respect de la loi fondamentale, force est de constater que les dirigeants qui lui ont succédé n'ont pas suivi son exemple. Ces derniers ne prennent en compte ni l'autorité constitutionnelle, ni les décisions de l'Assemblée nationale. Ils bafouent également l'autorité de la Haute Cour constitutionnelle et ne portent aucune considération aux décisions de l'Assemblée nationale. Et malgré le fait que, selon l'article 45 de la Constitution, le chef d'État soit le garant de l'unité nationale, la réconciliation nationale ne semble plus être d'actualité. Madagascar est aujourd'hui une nation divisée où ni la confiance ni le respect ne trouvent sa place. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le diocèse d'Antananarive commence à perdre patience face au report incessant de la date de la reprise des cours. Il ne compte plus attendre jusqu'au 6 novembre, comme l'a annoncé le ministère de la Santé. À cet effet, pour les écoles catholiques, les portes pourraient rouvrir dès mercredi. Reportage. L'intention du gouvernement en ce qui concerne la situation des établissements scolaires semble de moins en moins explicite. Un châtiment, voilà comment le diocèse d'Antananarive qualifie la décision du ministère de reporter la reprise des cours en début novembre. La direction diocésaine de l'enseignement catholique à Antananarive n'est plus en accord avec ces nouvelles directives. Il attend du gouvernement que ce dernier prenne en main ses responsabilités et trouve enfin une solution efficace à ce problème. Nous nous sommes tus jusqu'à ce jour face à la décision de fermer les écoles face à la peste. Nous nous sommes pliés à cette décision. La question qui se pose est de savoir si les écoles sont responsables de la propagation de la peste. Rappelons-le, la peste s'est répandue alors même que les cours n'ont pas encore repris. Alors pourquoi les établissements scolaires sont les seuls concernés par cet arrêt ?
Quelles sont les véritables raisons qui se cachent derrière cette punition? D'autre part, si 2 mois n'ont pas suffi au gouvernement pour maîtriser la peste, comment peut-il garantir que 2 semaines suffiront à mettre un terme à cela? 4 semaines déjà que les vacances se sont prolongées. Compte tenu des derniers rapports sur la propagation de la peste, le gouvernement est-il en mesure de garantir que jusqu'au début du mois prochain, le problème, l'épidémie de la peste sera réglée et la vie des Malgaches pourra retrouver son cours normal? Si des dispositions ne sont pas rapidement prises, le diocèse d'Antananarivo rouvrira peut-être ses portes au cours de la semaine prochaine. Nous offrons au gouvernement un délai jusqu'à lundi pour trouver une solution. Nous appellerons les responsables mardi pour qu'ils envoient des personnes pour nous former par rapport aux mesures à prendre face à cette situation, car ces vacances prolongées ont assez duré. Nous verrons donc mercredi si le gouvernement a coopéré en envoyant que ce soit des agents communautaires ou des fonctionnaires du gouvernement. Dans le cas contraire, nous reprendrons les cours à partir du 25 octobre. En tout cas, si les dirigeants ne trouvent aucune mesure efficace pour régler ce problème, la DIDEC pourrait confirmer sa déclaration sur la reprise des cours le 25 octobre. Une décision qui prendra effet sur 500 établissements scolaires dans la région d'Analamang, d'Itas et de Vaknakaraj. Et sur un tout autre sujet, le président de l'Action contre la faim a déclaré à travers un site web que la situation de Madagascar en ce qui concerne la peste pulmonaire est une première pour le pays. Une situation non maîtrisée qui a fait hier encore 2 nouvelles victimes, selon le rapport du BNGRC. Reportage de Mian Taranjanev. L'épidémie de la peste continue de se propager, la forme pulmonaire faisant le plus de victimes. La situation devient inquiétante. La peste pulmonaire, hautement transmissible, se répand à grande vitesse par une simple inhalation de gouttelettes respiratoires infectées. Les zones urbaines comme Antananarivo et Tuamas sont les plus concernées car elles offrent un environnement favorable au développement de cette épidémie, une population dense et un milieu insalubre. Sur le site web de l'Action contre la faim, Olivier Guillou, président d'Action contre la faim, émet son avis sur ce sujet. La peste est endémique à Madagascar, elle ressurgit chaque année, mais généralement, il s'agit de peste bubonique, non transmissible d'un être humain à l'autre et qui se développe dans les zones rurales. La singularité de cette épidémie est qu'aujourd'hui, nous faisons face à une peste pulmonaire, hautement transmissible et qui sévit en zone urbaine, où toutes les conditions sont réunies pour que l'épidémie se propage. Une épidémie qui n'est pas du tout maîtrisée si l'on s'en tient au rapport du BNGRC. Selon les données sorties par ce dernier au 19 octobre, il y a eu 612 cas de peste notifiés. Des soins sont prodigués aux contaminés, mais cela n'empêche pas pour autant l'épidémie de prendre de l'ampleur. Pourtant, alors que les faits prouvent le contraire, le ministère de la Santé affirme que la situation est maîtrisée. Comment peut-on croire à cela quand le BNGRC note en seulement une journée 40 cas de peste notifiés et 2 morts. Et selon les explications du représentant du Conseil du Fampiaval Namalagas lors de l'émission Akitspu diffusée hier sur Cool TV, effectuer une réconciliation nationale demande du temps. Cette initiative doit partir d'une collaboration entre les parties concernées et d'un engagement politique de la part des dirigeants, clame le coordinateur national du Parti Marne. Reportage. Pour débattre du sujet de la réconciliation nationale, cette émission a accueilli sur son plateau, d'une part, Maître Razaf Machacha Valsou, rapporteur au sein du CFM, ancienne magistrat et avocate, et d'autre part, un historien, à la fois coordinateur du Parti Marne, M. Ranefsan Désiré. Une réconciliation nationale se fait en plusieurs étapes et à long terme. Cette tâche sera départagée en 3 commissions. Certains peuvent penser que la réconciliation nationale implique une impunité via une amnistie et que les coupables vont en plus bénéficier d'une indemnisation. Comme je l'ai dit, il s'agit là d'un processus. La CFM possède 3 commissions principales. La première est la commission Vérité-Pardon. Cette commission se charge de chercher la vérité sur qui a fait quoi. En échange de l'amnistie, il faut un repentir sincère et public. Après cela intervient la seconde commission, réparation-indemnisation. Il ne s'agit pas forcément d'une indemnisation financière car le rétablissement d'honneur perdu est également considéré comme une réparation.
Et pour finir, la dernière commission, la plus importante, celle de la refondation de la nation et de la République malagasy. Contrairement à certaines idées émises, la réconciliation nationale ne concerne pas uniquement le cercle des politiciens. Il faut que chaque Malgache y mette du sien pour mettre un terme définitif à la crise. À cet effet, des mesures vont devoir être prises au niveau de chaque commune. C'est une mission délicate, il faut savoir s'en montrer digne. S'il existe une réconciliation, il doit y avoir des réconciliateurs comme le rôle que joue le CFM et précédemment le FFKM. Les réconciliateurs doivent être neutres et sans arrière-pensée. Ils ne doivent faire aucune discrimination et ont le devoir d'harmoniser le contrôle du pouvoir, depuis la base jusqu'au sommet de la pyramide. L'exercice du pouvoir ne doit pas être contrôlé uniquement par une entité. Tout le monde doit travailler de concert si nous voulons que ce projet aboutisse sous LinkedIn. Toujours selon leurs explications, hormis leurs recommandations, le CFM a également le pouvoir de prendre des décisions et d'agir en fonction de cela. Les membres de ce conseil ont également pour devoir de veiller à ce que ni les équipements de l'État, ni les avantages découlant de l'exercice du pouvoir ne soient utilisés dans le but de servir l'intérêt d'un individu, comme durant la propagande par exemple. Et avant de passer aux actualités internationales, ce matin, c'est une centaine de jeunes prêts à montrer leur talent qui se sont présentés dans les locaux de Cool TV pour le casting du concours Cover Band original. Certains pour une présentation en groupe et d'autres pour une prestation en solo. Reportage de Michael Amarla. L'émotion est à son comble, autre excitation et trac avant la montée sur scène. Certains candidats répètent pour relaxer et se préparer. La plupart d'entre eux ont décidé d'orienter le choix de leurs prestations vers des bandes originales de films d'animation. Et malgré le fait que certains candidats se préparent à monter pour la première fois sur scène, on peut constater que tous se sont bien préparés avant ce casting. Les participants varient entre 7 à 25 ans, venus seuls ou soutenus par des membres de leur famille ou d'un groupe d'amis. Pour ceux qui passeront cette première sélection, rendez-vous demain pour un second casting. Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil. Mais comment savoir la peur envolée que l'on s'est trompé? Et place aux actualités internationales, une journée d'horreur, une de plus en Afghanistan. Deux mosquées, l'une sunnite et l'autre chiite, ont été frappées par des attentats ce vendredi. Le bilan très provisoire continue d'évoluer. Plus de 70 morts. Reportage de France 24. La communauté chiite afghane, une nouvelle fois visée par un attentat. Vendredi soir, dans l'ouest de Kaboul, un kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur de la mosquée Imam Zaman, faisant des dizaines de victimes. Les gens priaient quand l'assaillant est entré dans la mosquée et a enclenché ses explosifs. Nous ne savons pas exactement combien de personnes ont été tuées dans l'attaque. Dans la panique, des dizaines de blessés ont été transportés à l'hôpital. Au même moment, un autre attentat s'est produit cette fois dans une mosquée sunnite dans la province de Ghor, dans le centre du pays. Selon les autorités locales, c'est un commandant de police se trouvant sur les lieux qui était visé. Le groupe État islamique, présent en Afghanistan depuis 2015, a revendiqué la plupart des récents attentats anti-chiites qui ont fait plus de 120 morts cette année. Ils sont souvent perpétrés dans la foule au moment de grands rassemblements. Pour prévenir de telles attaques, les autorités avaient renforcé la protection des mosquées chiites pendant les célébrations de l'Ashura fin septembre. Et J-1 avant les élections législatives anticipées au Japon, le Premier ministre les avait convoqués pour redonner du souffle à son action, ce dernier qui est actuellement en tête. Reportage de France 24. L'économie japonaise peut être l'une des clés de ces législatives. Le Premier ministre sortant, Shinzo Abe, ne cesse de vanter sa politique économique, les Abenomics. Celle-ci avait été mise en place en 2012 après 20 ans de croissance en berne.
Les Abenomics avaient pour ressort une relance budgétaire massive, un assouplissement monétaire drastique et des réformes structurelles. Depuis que Shinzo Abe a pris ses fonctions, l'économie du Japon a connu l'une de ses plus longues périodes d'expansion depuis l'après-guerre. Le chômage est passé sous la barre des 3% et la bourse a atteint ses plus hauts niveaux depuis 21 ans. Néanmoins, d'autres aspects de l'économie du pays donnent une image plus nuancée des Abenomics. Le chômage a beau être bas, les salaires stagnent et la consommation reste atone. L'économie se porte bien pour les grandes entreprises, mais elles gardent tous les profits et ne les partagent pas avec les employés. Mes fils travaillent pour ce type d'entreprise et leur salaire n'augmente pas, et ce malgré leur dur labeur. Les entreprises se portent bien, mais elles vendent beaucoup plus à l'étranger que sur le marché intérieur. Pour stimuler les investissements, la Banque du Japon a placé son taux d'intérêt en territoire négatif. Autre source d'inquiétude pour les Japonais, la dette. À 240% du PIB, c'est la plus élevée au monde. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le président de l'Action contre la faim a déclaré à travers un site web que la situation de Madagascar en ce qui concerne la peste pulmonaire est une première pour le pays. Une situation non maîtrisée qui a fait hier encore de nouvelles victimes selon le rapport du BNGRC. Et le diocèse d'Antananarive commence à perdre patience face au report incessant de la date de la reprise des cours. Il ne compte plus attendre jusqu'au 6 novembre comme l'a annoncé le ministère de la Santé. À cet effet, pour les écoles catholiques, les portes pourraient rouvrir dès mercredi. Une journée d'horreur, une de plus en Afghanistan. Deux mosquées, l'une sunnite et l'autre chiite, ont été frappées par des attentats ce vendredi. Le bilan reste provisoire. Au moins 70 morts. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.